L'épisode de cette semaine vous est présenté, comme à l'habitude, par Service Pelletier-Gosselin. C'est la solution pour les associations, tenue de livres, organisation d'événements. Si vous avez une petite organisation ou un organisme à but non lucratif, une association, contactez-les. Ils peuvent faire des miracles pour votre support administratif. Et par notre nouveau commanditaire cette année, la brasserie Sleeman et la Sleeman Clear 2.0. 4% d'alcool, 80 calories et 2 grammes de glucides par portion. Vous voulez l'essayer? Bien, devenez membre Montagnard, puis on en a dans la glacière au tailgate. Ça va nous faire plaisir de partager une bonne Sleeman Clear 2.0 avec vous cette saison. Bon podcast tout le monde! Et c'est au bruit du synthétiseur que nous débutons notre nouvelle saison de l'Écho des Montagnards. Éric avec vous, François, Tam, bonjour tout le monde! Yo! Salut! Début d'une nouvelle saison. C'est quoi, c'est notre sixième, septième? Sixième Déjà? saison de podcast. Donc, comme à l'habitude, là, on va suivre nos montagnards, nos carabins, et nos montagnards aussi, dans le fond, notre association, ainsi que ce qui se passe dans le football universitaire québécois et canadien jusqu'à la Coupe Vanier. Ça a débuté en fin de semaine dernière avec des matchs pré-saison. On va faire un bref retour là-dessus. On va parler de ce qui s'est passé au niveau des alignements, principalement dans la conférence Québec. Et ensuite, on va faire un petit survol là, de ce qui se passe dans le Rest of Canada pour la saison de football. Vous avez les résultats à l'écran en fin de semaine dernière. C'était tous des matchs hors concours, desquels on n'a pas vraiment de statistiques. Nous, on était au Sepsum pour la victoire de 30-3 des Carabins contre les GGs d'Ottawa. Une belle palette quand même de matchs pré-saison cette année. Il n'y en a pas toujours autant. En rafale, Sherbrooke a battu solidement McMaster. Laval a perdu contre Queens, un match somme toute serré. McGill a pulvérisé Toronto, 34-1. Et un match un peu plus serré entre les Griffins de Guelph et les Stingers de Concordia, 24-14 pour Guelph. Je vais y aller de façon générale. Si vous avez des commentaires sur les matchs du week-end, je vais commencer avec toi, Tam. Qu'est-ce qui a attiré ton attention la fin de semaine dernière? Ben, je trouvais que le match-up Sherbrooke-McMaster est intéressant parce que les deux ont fini en bas de classement la saison dernière dans leurs conférences respectives. C'était pas un match complet, c'était seulement 2 quarts de 20 minutes. Mais Sherbrooke a quand même réussi à dominer dans ce temps-là et provoquer des revirements et sur les unités spéciales, comme dans les dernières années. J'ai hâte de voir leur attaque cette année, principalement. La grosse game de la fin de semaine était évidemment Queens-Laval. Faut dire que Queens est revenu dans les dernières minutes de jeu avec une drive de 90 verges pour gagner. Et au lieu d'égaliser, ils ont décidé d'y aller avec le 2 points pour mener et gagner ce match-là. Puis le point supplémentaire, c'est sur le botté d'envoi, c'est aller dans la zone des buts. Dans ce match-là, Charland a eu un peu de difficulté. Les deux autres QB de Laval ont quand même bien fait statistiquement. J'ai pas vu la partie, donc je ne ferai pas une analyse complète. Je ne sais pas à quel point leur équipe A était sur le terrain longtemps, quand ils les ont ramenés ou pas. Je ne peux pas juger. La seule game qu'on peut juger de ça, c'est la game Montréal GGs, parce qu'on y était, puis on a vu le roulement des bancs des deux équipes. Ouais, ça devait ressembler à ce qu'on a vu, là, beaucoup plus de gens en uniforme que ce qu'on va revoir à n'importe quel autre moment. Hein. Si c'est comme nous, je soupçonne qu'il y avait certains partants qui n'étaient même pas habillés aussi. Là. Ouais, c'est ça, les même matchs pré-saison, c'est pas une... Même McGill, Jerry Momo n'était pas habillé. Leur nouveau QB1 a eu un peu de difficulté. C'est leur QB2 qui était leur QB2 l'année passée
du gars, je crois. Oui, parce qu'Éloi a joué comme Oui, un peu Éloi, comme couteau suisse, là, il est tout sauf corps ouais, arrière. mais ouais, c'est ça. Éloi est listé comme receveur sur le line-up de McGill cette saison et il joue sur les unités spéciales. Ouais. Ben oui, toi. Mais il se prépare pour la CFL. C'est unité spéciale, receveur. Ouais. C'est un mauvais move. Ils s'en vont non, ailleurs. c'est un très bon move. C'est un très bon move pour lui parce que, comme QB, il n'y avait aucune chance de faire la CFL. Non, mais attends. Ce que je veux dire, c'est on le sait qu'il ne sera pas corps arrière. Là. Il est à peine corps arrière au Québec. Là. Il sera à l'université. Il ne sera clairement pas à CFL. Mais des jouets, c'est un bon athlète, mais c'est pas un athlète d'unité spéciale. Là. C'est pas un fullback, c'est rien de ça. Il apporte rien à une équipe en crissant ses unités spéciales. Non, mais gars, Sibassou, les années que nous autres, il jouait jamais ses unités spéciales. Maintenant, il est tout le temps ses unités spéciales avec les Alouettes. Aussi bien de prendre l'expérience maintenant. Je suis d'accord. Ils sont en train de lui monter. Exactement. Ils sont en train de lui monter un highlight reel. Exact. Aussi, tu sais. À mon avis, c'est juste une perte de talent. Si Tatchinski avait fait ça avec Manitoba l'année passée, peut-être qu'il serait dans la CFL en ce moment. Hey, j'ai une question. Sinapoli, dans le temps, là, qui est parti de corps arrière à Ottawa, là, il a été un des meilleurs receveurs. Il ne s'est pas fait chier, Chris, comme une. Non, mais il y a 10-15 ans, c'était pas la même chose. Tu avais le temps de transitionner. Maintenant, si tu n'es pas prêt, il te coupe puis tu manques ta chance. Fait que, à mon avis, c'est un risque. C'est prendre un risque avec un athlète qui est trop fort pour perdre, pour le casser sur les unités spéciales, mais je connais pas ça assez. Je trouve ça. François, des impressions des matchs du week-end? Moi, mais c'est intéressant, Tam, elle l'a dit, on les a pas vus les games, personne ne les a vus les games. Fait qu'arrêtez de chialer qu'on parle juste de la game du Canadien sur les médias sociaux. C'est la seule game que le monde a vue. Okay? Ouais, mais si je peux faire ma montée de lait, là, aucune statistique, aucun scoreboard sur le site YouSport ou même des conférences. Il y a quelques endroits que les matchs finaux de quelques matchs, c'est ridicule. Il y en a qui n'étaient même pas des vrais games, là, ça. Ouais, mais non, mais mettons la game Sherbrooke, Masters, je peux comprendre, mais les autres, ça a tout été des matchs complets. Au moins mettre les scoreboards, les score sheets. C'est dur à croire qu'ils n'ont pas gardé. Là. Ils ont fait les statistiques, c'est sûr qu'ils ont fait. Là. C'est sûr qu'ils ont fait. Là. On est en 2026. Là. Je veux dire, si tu veux vendre ta ligue, là, c'est le minimum. Ça, puis le maudit site de YouSport, il peut être fonctionnel, ces onglets, là? Tu es obligé de faire des recherches pour avoir l'horaire. Tu ne peux pas utiliser le lien direct parce que la page n'existe plus. Moi, je crois au Père Noël. Là. Je crois pas au. Non, je le sais, mais on est en début de saison. Mais si tu veux mon avis, je vais donner mon opinion sur Chagrin. Sherbrooke qui fait 24 points en deux petits 20 minutes, c'est excellent. Laval qui se fait battre, c'est toujours le fun. Puis je m'en sers qu'il n'ait pas habillé tout le monde. Ils ont quand même habillé leur first string contre l'autre first string. Puis à la fin de la première demi, là, c'était genre 8-9 ou 14-12. C'était vraiment, vraiment serré. McGill qui calisse une rince à Toronto, ben ça, c'est un peu normal. Là. Toronto, c'est peut-être la risée. Là, mais, ça aurait pu être plus. Leur attaque ne fonctionnait pas super bien non plus. Là. Ça, par contre, je trouve ça plate de voir que Drapeau, ben, il y aura quand même une adaptation à faire. Et pour Concordia, ben, il ne faudra surtout pas oublier que le vrai pourquoi du 14, c'est que leur corps arrière partant est sorti en civière avec une blessure majeure. Ça sera le point tournant. Ce match pré-saison est déjà le point tournant de leur saison, à mon avis. Ouais. Ça, c'est mon analyse en n'ayant pas vu de partie de. Non, mais c'est une très grosse nouvelle pour les Stingers. Oui. Que Ouimet soit blessé, et ça serait très, très, très surprenant de le revoir cette année. Qui tenu Guelph à seulement 10 points d'écart, leur défensive ne sera pas piquée des verres. Parce que l'attaque de Guelph est quand même assez explosive. Ouais, Guelph, c'est une bonne équipe en Ontario. Là. Puis, tu sais, un joueur qui sort en civière, là, ça tue une équipe. Là. Moralement, on l'a vu à plusieurs reprises. Là. Ouais, les deux dernières défaites qu'on a eues étant souvent ça, hein, Dessau qui se blesse, des affaires dans le c'est arrivé au premier quart aussi. Là. Donc, de réussir à maintenir ça, parce que Guelph
devrait être dans les équipes du haut de classement en Ontario. La seule affaire dans les matchs pré-saison, j'aurais aimé McGill prenne un adversaire Plus Ouais, mais ils ont une important. espèce de tradition C'est ça, avec j'allais dire aussi. Toronto. Fait que Moi c'est aussi, plus. j'allais Je dire le ça. sais, mais Oui, pour s'évaluer, se préparer, ça aurait été le fun qu'il le fasse contre une équipe qui ne terminera pas dans les bas-fonds. Je sais, mais C'est Toronto. du Parce sparring que pareil, là. on n'en reparlera pas, là, mais Toronto, il y a plusieurs joueurs qui ont quitté avant le camp d'entraînement. Donc, Non, ça n'a jamais été la classe Toronto. Ça fait des années. ils Là. ont perdu des joueurs qu'ils ne prévoyaient pas perdre et qui n'ont pas pu remplacer. Fait que je ne sais pas s'ils vont être capables d'avoir une victoire cette saison. All right. Donc, vous avez les affrontements pour la semaine 1 au Québec à l'écran. On va y revenir la semaine prochaine. On ne s'attardera pas trop là-dessus cette semaine. Donc, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de visiter un peu le retour sur la pré-saison. Là. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? Surtout au niveau des alignements, parce qu'on y va avec ce qu'on a, comme on disait, là, au niveau des statistiques. Avant de faire ça, je voudrais juste qu'on s'attarde sur le classement pour expliquer le calendrier de cette saison. Oui, une petite mention sur la structure du calendrier. Là. On sait tous que Bishop revenait dans la conférence, donc on n'a plus un calendrier égal entre les équipes, donc on ne s'affronte plus 2 fois chaque. Ça fait un calendrier débalancé. Pour prédire ou faire l'alignement, ils ont créé un classement fictif et ils ont mis Bishop en 6e place. Une faveur, selon moi. Ce qui est extrêmement logique. Oui. Donc, ça va être comme ça toutes les années, mais la dernière position au classement n'affrontera qu'une fois les 2 premières positions l'année suivante. Donc, ça fait que... Tu es en train de dire que donc on va être débalancé comme ça toutes les années. Oui. Je me souviens que quand on était comme ça il y a plusieurs années, on faisait des classements, on faisait des horaires sur 3 ans pour s'assurer que sur le cycle de 3 ans, on ait affronté tout le monde. Mais oui, mais on avait des matchs interconférences contre l'Atlantique à ce moment-là qui nous permettaient de faire ça. On utilise sensiblement la même formule que l'Ouest, si je me souviens bien, mais l'Ouest est peut-être sur un cycle de 3 ans. Je trouve ça intéressant. De ce que j'ai compris du classement, c'est ce que je vais expliquer présentement, puis ça devrait être comme ça l'année prochaine. Donc, la 6e position affronte seulement une fois la position 1 et 2. Donc, Bishop a le calendrier le plus avantageux, contrairement à Concordia qui a fini 3e, et eux est la seule équipe, si on enlève les 2 premières positions, qui affronte Montréal et Laval 4 fois en tout, donc. 2 fois Laval, 2 fois Montréal. Les positions 4-5, eux affrontent une fois Montréal et 2 fois Laval ou l'inverse selon le positionnement. Donc, ils affrontent 3 fois le top 2, si on veut, qui est comme... Donc, c'est plus avantageux au niveau de l'horaire de l'année subséquente de finir 4e que de finir 3e. Tu as un horaire plus difficile si tu finis top 2. Exactement. C'est au milieu. Aïe! Mais ça fait des enjeux qui est intéressant de dire à la fin, je m'en sac un peu, mais... Mais tu sais, ça dépend aussi t'es où dans ton cycle, tu sais. Si tu sais que tu vas avoir une meilleure équipe l'année prochaine, ça ne te dérangera pas d'affronter 4 fois le top. Mais si tu penses, comme Concordia qui a perdu extrêmement beaucoup de vétérans, c'est difficile. Ça va être tough. C'est difficile. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'on l'avait déjà eu la discussion, tu sais, une fiche de 500 ou une victoire contre les plus gros. Personne ne va se laisser perdre parce que tu veux avoir cette victoire-là, même si c'est la dernière de la saison. Fait que, à ce niveau-là, je trouve ça correct. Puis en même temps, c'est un peu comme on fait dans les sports professionnels. Le dernier du classement a le premier choix de pêchage parce que l'idée, c'est d'essayer de se remonter par les performances. Pas tout le temps Ce qui fait qu'on affronte seulement une fois McGill cette saison à Percival Molson. OK. Et Laval affrontera McGill 2 fois. Donc, ça peut amener des surprises. Sur le calendrier aussi, il y a eu des enjeux. Il y a plusieurs équipes qui ont beaucoup de matchs à domicile en début de saison, puis très peu de matchs à domicile. La raison du pourquoi, c'est à cause des mondiaux cyclistes. Montréal et McGill ont seulement un match à domicile au mois de septembre, justement pour éviter toutes les fermetures de rue le plus possible, pour permettre aux gens de se rendre.
aux différents stades. C'est Ouais, parce que une des raisons pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'habituellement, notre calendrier, à cause de ce que tu expliquais au tout début, là, le fait qu'on était 5, c'était déséquilibré. Ben, plutôt, c'était équilibré le nombre de matchs, mais il y avait tout le temps une équipe qui ne jouait pas. Donc, ça Exact. allongeait la Là, saison avec plus de semaines de congé. on n'a plus de... Ouais, c'est ça. On n'a plus ça, 2 bails dans la saison. Ça compresse le calendrier, donc Ouais. on commence une semaine plus tard, ce qui fait que là, ces empêchements-là, on les rencontre, alors qu'avant, on avait toujours un premier match de saison la dernière semaine de août, puis là, on n'a rien. Les 2 dernières semaines de août. Puis là, on s'en va finalement 2 semaines en dedans du mois de septembre avant d'avoir notre premier match à domicile. Ben, ça permet au moins que Chris, les games commencent puis des étudiants sur le campus. Là. Exactement. Ça, c'est bon. Là, souvent, on avait semaine 3, le campus, les premiers matchs sur le campus avec les étudiants. Qui était le deuxième match de saison. Dès le semaine 1, tous les campus vont être remplis. Ce qui est intéressant. Comme dans le bon vieux temps. All right. Et ce qui amène aussi que toutes les conférences sont équilibrées sauf l'Ontario. Donc, toutes les conférences sauf l'Ontario ont la fin de semaine de l'Action de grâce de congé. All right. Donc, ça va nous amener à nos... ce qu'on fait à l'habitude, comme à chaque saison, on regarde un peu qui nous a quittés et qui est arrivé. Donc, départ ou missing in action, pour ceux qui utilisent le terme. Donc, on en a qui ont gradué, on en a qui ont tout simplement décidé de poursuivre ailleurs. Donc, en rafale, ligne offensive, Alassane Diouf, c'est quand même un gros morceau, là. Ouais, on les passera pas tous, là, mais oui, Mais il y en a des surprenants. Jamal Louis, on ne s'y attendait pas à couer non mais plus. Il était pris par les blessures aussi dans les 2 dernières années. Je ne sais pas si ça a mis dans le truc plus la profondeur à cette position-là aussi. Un camp d'entraînement puis une saison de football, c'est dur sur le corps. Fait que si tu ne vois pas beaucoup de ballons, la motivation peut être difficile. On a beaucoup de receveurs qui étaient arrivés. On en avait parlé l'année passée. On avait une unité quand même assez vétérane de receveurs. Donc, évidemment, ça implique qu'il y en a qui quittent en même temps. Gourgon, Riopel, Dosso, notamment. Ligne défensive, Maisonneuve, Cissé. Demi-défensif, Gauthier-Perrier. Des gros noms. Secondaire, Messiane. Bouliane, le batteur Philippe Boyer. Fait quand même des gros noms là, qu'on a nommés souvent l'année passée. Là. Sur les secondaires, un qu'on n'avait pas prévu, qui reste encore de l'éligibilité, mais qui a terminé ses études, c'est Elchal qui a décidé de ne pas revenir. Ça fait un trou qui... Un autre gros morceau. On ne pensait pas voir. Donc, la position de secondaire, c'est une position qu'avant de voir le line-up des Carabins, je me disais, on va être bien, on va avoir de l'expérience. Là, ça va être les jeunes qui vont mener la barque. On va revenir là-dessus. Oui, parce que mine de rien, les trois secondaires partant de notre 4-3 de l'année passée, ce qui veut dire Messiane, Bouliane et Elchad, ont quitté. Puis, mine de rien, le Duc était l'année passée dans la rotation beaucoup. Qui quitte lui aussi. Lui, c'est un bon vétéran, un bon soldat qui prenait bien son rôle, puis qui embarquait, puis qui était... C'est des départs qui sont qui font ça mal. Va faire quelque chose. Les secondaires, c'est le milieu de ta ligne. Là, c'est ceux qui vont servir à tout, finalement. Puis on l'a vu en pré-saison, on va y revenir, mais on l'a vu en pré-saison, les Carabins ont une toute nouvelle image défensivement. Ça n'a rien à voir avec les schémas qu'on utilisait l'année dernière. Un petit dernier avant qu'on passe secondaire, Édouard Denis qui avait eu une bonne saison l'année passée comme backup secondaire. Demi-défensif, tu veux dire? Oui, excusez-moi. Demi-défensif, Édouard Denis. Lui, puis Tahar, le médecin Nadir Tahar qui était supposé... j'aimerais mieux arrêter là, moi. Lui... qui était venu en relève à la fin de la saison, puis qu'il était... on s'attendait à lui comme étant le prochain. Là, il avait super bien performé. Mais un médecin, c'est dur. Il y a ça, puis dans les 2 dernières années, il a quand même été blessé à quelques reprises aussi. Là. Je sais. Mais ça fait beaucoup, parce que même la ligne défensive, là,
nos gars Cizé et Penseca, c'était nos gros nose tackle. Là, ça fait que, Exact. c'est des gros, Ouais, des gros départs. c'est des 5e années, c'est des 5e années. Là, on ne peut pas leur Ben rajouter oui, de c'est l'éligibilité. normal, mais C'est bien. ça reste que c'est un gros morceau. Donc, ça nous donne notre alignement 2026. Bon, encore une fois, nous ne Par lirons où vous voulez pas commencer? chaque nom parce qu'on s'en sortira pas. Ben, on pourra parler de ce qu'on a vu, comment on les a vus La game à la pré-saison? game. Ben oui, Ok. parce que, commençons par la ligne offensive, parce que moi, je pense qu'on devrait commencer par là, Tam. Ouais. La ligne Tout offensive, commence par là, Frank. mais c'est exactement ça. Puis l'an Ouais. passé, c'était vraiment ce qui a sauvé tout. La ligne offensive, là, on perd quand La même cohésion de la Diouf. ligne offensive. Mhm. Ouais. Diouf qui est parti, donc, tu sais, puis Nabou C'était qui le a pas anchor. bien. C'était Ouais. le gros morceau. Nabou, Mais, qui était le centre l'année dernière, n'était pas habillé pour la partie pré-saison. Donc, c'est Ludovic Marsan qui a pris la majorité des remises sur l'unité 1. On a vu l'unité 2 embarquer plus tard dans la partie. Mais essentiellement, c'était la même ligne. Là. Ouais, puis on pourra dire, là, Saint-Germain, Nendou. on pourra dire que même si c'était un match pré-saison et que les corps arrière étaient protégés, nos corps arrière n'ont jamais vraiment été menacés. Non. Donc, on peut s'attendre à Non, les seuls sacs du corps, c'est parce que l'arbitre a sifflé parce qu'il n'y avait pas de contact. Parce sur que le les corps arrière arrières. se sauvait. Parce que le corps arrière Ouais, décidait de courir. A Ouais, décidé de courir, puis il a fait « Ah, j'ai pas le droit. » Ouais, c'est arrivé 2-3 fois, ça. Mais, Porteur de ballon, on a vu une quantité industrielle de joueurs de courir et ils ont bien couru. Celui qui m'a impressionné, on va dire tout de suite, Lucas Dembélé n'était pas habillé. Mais malgré ça, on a réussi à avoir Grégory Moulambo Saint-Pierre, Marton Théogène, le red shirt des 44 dernières années. Ce gars-là doit avoir 68 ans puis il joue enfin. il est plus jeune encore. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait comme ça fait 8 ans qu'on dit que c'est le prochain, mais lui, il a été blessé. On a vu Lambert et on a vu Keita. Ces 4-là, les 4 ont très, très, très bien fait. Keita, qui, on va se le dire, n'a jamais été notre meilleur, a bien fait, a bien paru. Rémi a un touché, bien couru. Mais Théogène puis Moulanga, je suis désolé, les cotes de Théogène, donc peu importe, là, on va l'appeler Marton, là. C'était vraiment impressionnant. Puis j'ai l'impression qu'on va être plus mordant sur cette position cette année. C'est l'impression que ça m'a donné. Un des gros recrutés de notre cohorte, la cohorte de cette année, Kélan Siam, n'était pas habillé non plus pour le match hors concours. Lui, j'ai bien hâte de le voir en action s'il va être capable d'être dans le depth chart puis habillé dans des matchs. J'ai l'impression qu'on va peut-être habiller moins de porteurs de ballon ou moins de fullback pour essayer d'habiller d'autres positions. En parlant de fullback, Barcelou. Ils en font faire plus, là, hein? C'est lui lui, Normandin, avait essentiellement la majorité. C'est ça. Tu scores 4 touchés en demi-finale canadienne, puis soudainement, tu deviens important. Ben voyons! Tu deviens important pour l'attaque. Même les sneaks en pré-saison, c'était pas Barcelou qui les faisait, c'était le non, c'est je dis, mais je pense qu'ils ont donné. Ils vont peut-être élargir son rôle, puis c'est bien correct avec moi. C'est Barcelou qui tenait le ballon aussi pour les placements. Parlons des corps arrière. Ça, c'est intéressant, ça. On peut parler de la première surprise? Ah oui, la première surprise? Elle parle. Vas-y. La première surprise est que Canal Charles n'est plus listé comme QB, mais qui est listé comme DB pour sa dernière année avec les Carabins. Ben oui, toi. On ne l'a pas vu en match pré-saison. Non, il n'y a pas de tape à pied. Je pense qu'on voulait le garder dans l'entourage pour le leadership qu'il amène puis tout ça. Oui, puis, c'est vrai. tout ce qu'il a donné aux Carabins dans les dernières années, on a souvent vu ça. Je ne sais pas s'il va voir du terrain comme demi-défensive rapidement. Moi, je pense qu'à la grosse hockey, il va être probablement maraudeur. Hein?
Ouais, Peut-être. je ne sais pas comment ils vont Peut-être. l'employer, mais si on prend. On a un autre joueur qui a vécu une transition l'année dernière, qui est Félix Deslauriers, qui est DB maintenant, qui était receveur avant. Ça a pris une demi-saison, puis après ça, il était régulièrement habillé, puis en série, on l'a vu reprendre plus d'importance, puis il va peut-être même partant cette année à sa position. Donc, un changement de position, c'est faisable. Si l'effort est là, puis le talent est là, why not? Ce qui fait que notre chambre de corps arrière a maintenant 3 QB. Exact. On les a vus les 3. On n'a pas vu Pépé longtemps. C'était correct. Donc, Pépé a joué un quart. Il a joué un quart, un touché. Ouais. Next. Moi, il m'a pas impressionné le Pépé, moi. Moi, je dois avouer. En même temps, il n'y avait pas besoin. Lui et Enrique, quelques passes, quelques tracés qui n'étaient pas au bon endroit. On n'était pas revenu encore. Le timing n'était pas terrible. Ouais, j'avais l'impression que Pépé voulait trop en faire. C'est l'impression que j'avais. Il voulait trop en faire. Ça me stresse zéro, par exemple. Non, ça sera placé. Moi, j'ai peur du jinx de la deuxième année. Ouais. C'est fini. Mais t'as peur de tout, Frank. Ouais, c'est ça. Sénécal de année 2. Est-ce qu'on se souvient de toutes nos années 2? Les années 2, c'est la légende. Morin, année 2. Morin, année 2. Ouais, mais les deux, c'est des travaillants, puis je suis convaincu qu'ils vont régler ça dans les 2 semaines qui leur entraînement. Là. Ouais, mais Frank une Morin, semaine au moment 3, où on enregistre. Là. Ouais, c'est ça. Puis Morin, année 4. Ouais. C'est ça. Mais ça nous amène à Esteban. Ça nous amène à Esteban. Qui est clairement le QB2. Très bien fait. Très bien fait. Écoute, l'attaque a roulé à fond avec lui. Une belle connexion avec ses anciens de Momo. Exact. Donc, évidemment, c'était un match pré-saison. Oh, ouais. Écoute, Ottawa avait même pas assez de pantalons pour tous les joueurs qu'ils avaient. Donc, il n'y avait pas assez de talent non plus. C'est quoi la base de référence? Mais les repartants ont joué plus longtemps que les nôtres. Certains partants étaient encore habillés et puis sur le terrain au milieu du 3e quart. Oui, eux, ils ont leur vraiment QB2 est embarqué au milieu du 3e. Mais au moins, c'était le fun d'avoir Esteban parce que ça fait longtemps qu'on sait que ça va être le numéro 2. J'avais été étonné de voir Hakim encore l'année passée. J'étais convaincu qu'Esteban allait être là. Puis, à sa 3e année, il ne m'a pas déçu du tout pour sa première sortie, je dois avouer. Exact. Puis, l'incours correct, sans plus. Évidemment, il semble y avoir une marche entre le 12, le 18 et le 17. Là. Il y a vraiment un écart. Mais en même temps, il n'y avait pas la même qualité de joueur non plus autour de lui pour exécuter les jeux. Là. Donc, bon commentaire. Très bon commentaire. Rendu là, il y a aussi, là, c'est le 3e choix. C'est ça, il y a un contexte. Il a quand même réussi à amener le ballon dans zone début une fois. Il a fait progresser le ballon. Les Carabins ont quand même été indisciplinés. Il a réussi à lancer profond. Ce qui n'était pas... et que des fois, là, dans le temps, on avait des carrières numéro 1 qui étaient pas capables de lancer dans le fond. Là. Je veux dire, je suis à l'aise avec les trois corps arrière. Là. Je veux dire... oui, il y a une différence, mais je veux dire, par rapport à ce qu'on a eu dans le passé comme QB, c'est peut-être la meilleure chambre ou le meilleur groupe de QB qu'on a eu. Ever. Si tu fais la moyenne des 3. Si tu fais la moyenne des 3, oui. Là. Je sais pas, moi j'aimais bien l'année Morin et Sénécal, je dois avouer. Là. Je trouvais que Morin était un hostie de bon leader avec Sénécal. Là. Tu sais, Morin, c'est un bon leader, mais comme corps arrière. Un bon coach. Comme corps arrière, non. Puis nomme-moi le 3e cette année-là. C'était Archambault, mais on s'en calisse. Mais ça revient, parlons des receveurs. On l'a soulevé. Pratiquement tous nos partants, pas tous nos partants, mais une grosse gang. La Rose n'est pas habillée. Il y a eu beaucoup de receveurs qui ont joué. Enrique a joué un quart, peut-être même moins, parce qu'on ne suivait pas les chandails. Ces deux-là vont être partants. Donc, ça laisse de 6 à 8 postes pour le reste. Muganda n'était pas habillé non plus. Je m'attends à ce qu'il soit sur le... Là, je vais arrondir là, sur le 10, là, même si ça varie de 8 à 10 habillés sur le line-up, selon qui on affronte. Là. Mais on a vu plusieurs bons petits nouveaux, par exemple. Oui, c'est ça, je dis. Fait que là, tu as ces 3-là qui devraient être sur le 10. Puis
Puis là, ça ouvre la porte sur ce qu'on a vu pendant la game pré-saison. Drolet, c'est un masterpiece. C'est notre nouveau Chabot, on va se le dire. Drolet, c'est le nouveau Chabot. Il a l'air d'être en santé, puis il rappelle sa première année, je trouve. Il a l'air aussi incisif sur le terrain. Mamadouba, c'est une machine de guerre. Il pogne des ballons quelque chose, en là, je suis curieux de... Je le découvre, lui. C'est intéressant. Plusieurs attrapés spectaculaires, des beaux tracés. Il a un beau physique. Le nouveau préféré d'Éric, le 85, et Rémi Dumas qui a... Ah, je l'aime, lui. Hey, il nous a fait écarter les cotes. Il y a des cotes, man. Il était bon. Des brises chevilles, là. Complètement. Belles cotes. Il vient d'où, lui? La presque recrue Gabriel Taché a été très bon aussi. C'était pas une vraie question, Tam. C'était plus comme une déclaration d'enthousiasme. C'est ça. Si ta réponse, tu peux m'adonner. Oui, John Abba. Merci. On a Coloma aussi, Michael Coloma, numéro 5. Là. Très belle connexion avec Bedoya qui vient de Montmorency. Notre ami JP nous faisait la référence, le commentaire qui ressemblait à un célèbre numéro 5 qu'on a eu il y a plusieurs années à Philippe Enchill. Oh! Donc, c'est lui qui disait c'était la réincarnation d'Enchill. Ouais. Donc, moi, je pense pas que c'était de lui qui parlait, mais... Ouais, c'est vraiment de lui qui parlait. Numéro 5, numéro 5, tout est beau. Mais tout ça pour dire qu'on a encore une belle... Et je pense qu'on a maintenant un retourneur. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu de retourneur? Que nos retours de beauté sont c'était fait ordinaires. Un peu par qualité. Chabot qui les a fait longtemps, mais c'était plus un receveur. Leclerc aussi. C'était une game pré-saison, mais il y a un joueur qui s'est vraiment démarqué. Le deuxième année, Jaden Theodore, le numéro 19, un des deux Theodore. Donc, je pense que c'est lui qui va avoir la position. Il était bon. Il se négocie une place dans le 10 de receveur pour être retourneur. Pour ramener. Hey, on va avancer un petit peu parce qu'on avance malheureusement peut-être un petit peu trop lentement. Les batteurs, ça va être clarifié. Défensivement, les batteurs, je pense que c'est Jacques. Ça va être Jacques, là, mais je veux dire, il n'y a personne qui s'est vraiment démarqué. Là, je veux dire, sur la distance, c'est à peu près la même chose. Ils ont tous été bons et mauvais en même temps. Là. Défensivement, on en a parlé un peu dans la slide précédente. Il y a eu des gros départs. Qu'est-ce que vous avez remarqué là, en rafale rapidement? Là? J'y vais, moi. Le retour de Fontenard, vous ne le verrez pas tout de suite, mais vous le voyez sur le line-up. Il est en retour progressif. Mutombo est dominant. Vous vous souvenez de Ojo en sa dernière année? Ça va être le vétéran. Ojo, sa dernière année, c'est Mutombo cette année. Moi, je veux voir McDougall deuxième année. Ça va être quelque chose, ça. McDougall va être extraordinaire. McDougall, Martin vont être sur la ligne. Il faut dire qu'on joue un front 4. En pré-saison, on ne jouait pas un front 3 comme la majorité de l'année dernière. Puis je pense qu'on va maintenir un front 4. Puis même des fois, on joue un front 6 avec 2 secondaires. Là. Fait que... Ouais. Il y a un moment donné où on ne mettait pas de secondaire en plus. Mais c'était dur à évaluer nos D-line compte tenu qu'on ne pouvait pas se rendre au corps arrière. Fait qu'il y a beaucoup de ceux qui ont remplacé après demi-défensifs. C'est des shapes plus rectilignes. Là. Je veux dire, on n'a pas de gros bonhommes comme Nesca ou... On a Souda qui n'était pas habillé, puis Zachary Zahn qui n'était pas habillé non plus. Ouais. Demi-défensif, Kramex qui est de retour, qui va patrouiller le champ centre, qui est le maraudeur partant. Ça fait du bien, c'est gros. Nicolas Surtout avec les départs qu'on a eus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Nicolas Roy qui est une valeur sûre, qui joue pratiquement plus comme un secondaire, un peu ce que Messiane avait comme rôle. Là, c'est lui qui est... Et on en a plusieurs, sans farce. Il y a du monde. On a une défensive très, très hybride. Là. Ça va bouger. Là. Oui, c'est pour ça qu'on a peut-être des formations qu'on est moins habitués. Là. Parce que la répartition des forces n'est plus la même. Là. Mais on a vu l'autre Théodore. On a vu une couple qui ont super bien joué. Goudreau, 27.
Il a été pas pire. Moi, La pierre va être une pièce importante aussi, je crois. La pierre, ça va être la pièce centrale en arrière. À vrai dire, là, je ne sais pas si c'est notre défensive contre Ottawa qui a été vraiment bonne ou l'offensive d'Ottawa qui était à chier, mais à aucun moment les ballons ont vraiment voyagé dans le fond. À part la première drive d'Ottawa. La première affaire, c'est la première drive d'Ottawa. Ils ont réussi à driver une bonne partie du terrain, puis ils ont arrêté après. Là. Mais après ça, dans le match, il y a eu très, très peu de progression. Il faut dire qu'Ottawa, ils ont perdu leur porteur de ballon qui était supposé revenir, a décidé d'accrocher ses crampons. Ça a tué leur offensive. On retourne le poste le plus... c'est le secondaire. Les secondaires, c'est un peu plus un mystère. Là. Ouais. Keishan Bradley. Oui, non, là. Ouais. Keishan, Saint-Cyr. Il te manque numéro 7, Blaise qui va patrouiller. Cyr, pas Saint-Cyr. Tu te mélanges, là. Cyr. Juste Cyr. Ouais, mais non, mais il ne faut pas que tu te mélanges de personnes. Je le sais qui tu vois dans ta tête quand tu dis Saint-Cyr. C'est pas. Mais Blaise et OB seront les deux plus gros, nos deux plus gros secondaires avec. Keishan qui va être là-dedans aussi, là, qui va être habitué. Puis après, là, il y a des places à prendre. Et dans nos recrues, je sais qu'il y en avait plusieurs de gros qui vont rapidement prendre leur place, mais je ne les connais pas. Puis à quel point, il faut dire qu'on a un calendrier quand même favorable. On affronte juste Laval au match 4, donc ça va peut-être permettre d'évaluer encore le personnel. Des choses. Puis c'était drôle, il y avait souvent des formations où il n'y avait pratiquement plus de secondaire, où ils mettaient juste des DB. On savait tellement qu'ils étaient toutes sa ligne. Tu avais 2 secondaires qui étaient sa ligne en plus. C'était particulier, je vous le dis. C'était étonnant. Non, mais moi, ce que j'aime des coachs des Carabins, pour finir là-dessus, c'est défensivement, d'une année à l'autre, on s'adapte avec le personnel qu'on a. Exactement. Moi, tu as raison. Et pour finir, je dirais au monde de jeter un œil sur le numéro 2, DiCaprio, qui est le frère de Brian. Donc, Brian Ash, notre ancien capitaine, c'est son frère. Fait que... il y a du potentiel dans le sang. Hein? Ah, il y a des bons gènes. C'est mon groupe préféré. Good. Donc, en rafale, on en a déjà parlé, là, les départs clés ainsi que les joueurs à surveiller. On en a parlé pour les Carabins. On va regarder aussi la situation chez les autres équipes du RSEQ, en commençant par l'Université Laval. Bon, Gaillardaise, Desjardins. Déjà des gros morceaux. La ligne défensive avec Miami, Gosselin. Et surtout l'essor qui est parti en NCAA. Ça va changer l'ADN de la défensive du Rouge et Or. Parce que ce joueur camouflait beaucoup de choses sur leur unité défensive. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont probablement jouer un 3-4 au lieu de jouer un 4-3. J'ai cette impression-là parce qu'ils n'ont plus la profondeur de D-line qu'ils avaient à l'époque. Au niveau des éléments qui leur restent, ben là, il va falloir qu'ils se trouvent un corps arrière. Ils ont quelques options. Ouais. Charland, Ouellette, Leroux. Donc, on verra au premier match là, comment ça s'oriente. Ça va jouer entre Charland et Ouellette, d'après moi, pour le match 1. Possiblement. Ils vont peut-être même habiller 3 QB dans les premiers matchs avant de se décider. Receveurs, ils ont encore Cool, Carignan, Cochon. Ça devrait faire le travail. Non, ça prend juste un QB qui est capable de distribuer le ballon. Parce qu'au niveau receveur, ils sont bons. Avec Mathieu Roy comme porteur numéro 1, ça va bien aller. Jamais été un problème. Forteza, avec un peu plus de millage, je suis curieux, moi, de voir ce qu'il va être capable de faire. Oui, mais en pré-saison, il a manqué 3 bottées de placement. Donc... OK. Il y a beaucoup de gens qui passaient des commentaires. Il n'a jamais été bon, là. Il y a juste un Non, mais... Ben, c'est ça que je disais. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Parce c'est ça. Il y a la distance, on le sait. Il est capable d'en faire. Cette année, je pense que son rôle va être plus important parce que
Laval est tout le temps lent à partir offensivement. Donc, tu vas peut-être prendre des avances, maintenir des avances avec tes bottées de placement. Donc, il va falloir qu'ils trouvent le moyen d'être plus constant. C'est payant là-dessus. Ça va être particulier, Laval, cette année, parce que j'ai l'impression, puis ils donnent l'impression d'avoir moins de profondeur que les années passées. Mais je vous l'ai toujours dit, on ne gage jamais. C'est de la profondeur étoile 1 de cégep, là, donc... C'est ça. Ils sont loin d'être de la mangeaux. Profondeur, ils ont perdu beaucoup de profondeur d'expérience, de 3 ou 4e année que normalement tu gardes dans ton line-up. Ils ne sont pas à court de talent, par contre. C'est ça, ils ne sont pas à court de talent. C'est à quel point le joueur va être prêt, puis à quel point il ne fera pas d'erreur ou il ne mettra pas son équipe dans merde. Il va falloir que ça joue cohésivement, puis que ça joue 60 minutes. Ce qu'ils n'ont pas souvent fait l'année dernière. Donc, on a des questionnements, là, mais tout ça pour dire qu'on voit Laval finir 2e puis d'avoir des bons matchs contre nous parce que la motivation est dans la même. Là, je veux dire, ils ont encore un line-up A1. Là, tout est une question. C'est comme, ils ont le même questionnement que nous, on avait l'année passée avec Pépé. Dès que tu as un changement de corps arrière, tu as tout le temps du questionnement. Est-ce que la ligne défensive va le protéger? Est-ce qu'ils vont avoir une bonne cohésion avec les receveurs? Est-ce que... Si ça fonctionne, ils vont avoir une bonne saison, ils vont s'adapter. Ils vont avancer le ballon, ils ont un bon personnel d'entraîneur, là, je veux dire. Ça va être serré quand même. Je m'en fais pas trop pour ça. Là. All right. Suivant, McGill, le wild card. Hein? Donc, on sait pas, on le sait puis on le sait pas, McGill. C'est tout le temps un peu ça. McGill, ça fait 2 ans qu'on se dit ils sont prêts pour prendre le next step. Et l'année passée, ils nous battent. Ouais. Puis après ça, ils perdent 2 matchs contre Concordia qui menaient ces matchs-là puis qui s'effondrent au 4e quart. Il en échappe un contre Sherbrooke, alors que sur papier, il y avait une bien meilleure équipe que Sherbrooke. Oui, ils ont eu des blessures l'année passée, mais c'est pas les recrues qui ont échappé ces matchs-là. Donc, fait que la grosse question de McGill cette année, c'est qu'on a Éluard en tendresse Régimbald, qui est à son année senior, qui a été le carrière depuis quelques années à McGill. Et là, transfert à la position de receveur et toute autre chose de receveur, tight end, je sais pas comment faire. Parce que là, ils ont recruté un carrière quand même d'exception en drapeau. Oui. Donc là, mais il y a seulement 19 ans. Donc, la recrue s'en va en arrière du centre. Le vétéran s'en va sur le côté. Ouais. Ils ont toujours Momo s'il n'y a pas d'enjeu d'éligibilité. Ouais. Il n'a pas joué le match pré-saison. Son statut n'est pas encore clair. Ils ont leur corps de receveur encore un peu intact comme l'année passée. La ils ont un très bon quintet. Donc, la question, encore une fois, McGill, on sait qu'ils ont progressé, on sait qu'ils sont rendus bons, ils se rapprochent des 2 premiers, mais là, ils viennent de soulever une grosse question en arrière du centre. Comment la recrue va performer? Ouais. Mais dans le style de jeu qui fonctionne, ça peut fonctionner. Si Momo est là, ça fait quand même une attaque en RPO avec 3 options en arrière de la ligne. Tu rentres que tu peux avoir des jeux truqués avec la tendresse qui peut lancer un ballon. Ça t'amène un livre de jeu. Faut que tu mettes le ballon dans ses mains. Défensivement, pour les autres équipes du RSEQ, ça va être l'enfer. Essayer de prévoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais ils doivent être constants. Ça va-tu se transformer en victoire? Jouer 60 minutes. À la limite, là, on peut s'assurer que ce soit intéressant. Ça va être différent de ce à quoi on est habitué. Puis, leur défensive va progresser. Je l'avais mentionné la semaine passée entre nous. Tu sais, Éloi, la tendresse Régimbald, comme cœur arrière, faisait avancer l'attaque, mais principalement par ses jambes. Parce que son taux de passe complété était 50% une bonne journée. Donc, tu sais, s'ils sont capables d'aller augmenter ça... À 60%, ils vont marquer plus de touchés. Oui, exact. Puis c'est que ça va soutenir leur séquence offensive. Puis ça donne une chance. C'est que le RPO va être moins prévisible aussi. Voilà. Il faut que tu sois capable d'augmenter ce chiffre-là parce qu'en football canadien, à 3 essais, en bas de 50%, t'es mort. C'est 5. All right. Après ça, on va affronte Laval semaine 2, là.
Donc, ça va être intéressant, ce match-up. Le test va Surtout venir qu'il tôt. est à Percival Molson, ce match-là. Mhm. Ça va être un match-up très, très, très intéressant tôt en saison pour voir à quel point McGill veut progresser cette année. Ensuite, on a les Stingers de Concordia. Bon, normalement, on aurait eu Ouimet vétéran au poste de quart, mais là... Vétéran, deuxième année. Ouais. Juste deuxième, excuse, je me suis mélangé de gars. Mais il était bon, il a fait une bonne saison. C'est très bon, mais là, c'est ça. Il est probablement out pour la saison, puis ils n'ont pas tellement de plan B. Là. Non, puis là, il faut dire que les deux seules équipes qui ont publié leur alignement de cette saison en ce moment, c'est McGill puis Montréal. Donc, il y a peut-être des surprises sur le line-up de Concordia qu'on n'est pas au courant parce qu'on n'était pas au match pré-saison. Puis il y a peut-être des... Est-ce que Xavier Tremblay est encore là ou ça va être Glenn Valentine, le QB1? On va le voir dans 2 semaines. Hey, Glenn Valentine, ça pourrait être le fun en tabarnak, là, parce que ça va rendre ça va rendre ça mais tu sais, là, leur porteur de ballon qui a généré la majorité de leur attaque la saison dernière, Djembe, a terminé. Donc là, ça va être Marchand qui va probablement avoir le poste. Mais on s'entend, eux, Sherbrooke et même McGill, non, j'inclurai pas McGill là-dedans, mais eux puis Sherbrooke, leur gros problème l'année passée, c'est qu'ils n'étaient pas capables de mettre des points sur le tableau. Ils ne soutenaient pas leur attaque. Fait que... C'est ces deux attaques qui ont terminé dans le bas fond du U-Sport. Mm-hmm. Donc, pour eux, pour avoir des bonnes saisons, il faut qu'ils réussissent à générer une attaque plus soutenue puis de profiter de la red zone. Et il va falloir qu'ils ont 2 bonnes défensives qui a du chien puis qui est capable de créer des revirements. Donc, il va falloir qu'ils... Non, il faut qu'ils s'aident. Continue dans cet ADN-là pour les 2 équipes s'ils veulent avoir du... Et ça nous laisse... il nous en reste 2 dans le fond. Les retours... Le retour des Gators de Bishops qui reviennent de l'Atlantique. Bon, évidemment, on ne les a pas énormément suivis au cours des dernières années. L'Atlantique n'étant pas notre priorité. Leur alignement de l'année dernière est très, très difficile de savoir qui revenait ou pas. Parce qu'ils ne fonctionnaient pas avec les admissibilités. Puis tout ça, c'était sophomore, puis tout ça. Mais ça, des fois, ça varie. Ouais. Fait que j'ai mis sûr que j'étais sûr dans les départs clés qu'ils ne revenaient pas. Je pense que la position de batteur et de QB2 qui était Gervais, beaucoup de leadership, et puis avec Bishop. Donc, ça va amener un nouveau batteur. Mais Quirion était là l'année passée. Donc oui, Quirion, je pense que c'est un 4e année maintenant. Il a été MVP 2 fois dans le US. Ils ont un très bon porteur de ballon en O5. Si ils sont capables de faire autant d'offensives qu'ils en faisaient en Atlantique, ils vont s'en tirer. Défensivement, je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas parce que les 2 seuls matchs qu'on peut se mettre derrière la cravate, c'est 2 matchs pré-saison contre Laval. Le premier, il y a 2 ans, ça avait été quand même serré un bout. L'année dernière, c'était fait piler dessus. Mais il faut dire que l'année dernière, ils ont eu extrêmement beaucoup de blessures. C'est ce qui a fait un peu chavirer leur saison en 5-3. Puis sorti en demi-finale. Oui, mais je veux dire, il leur manquait à peu près 10 partants en demi-finale. En santé, est-ce qu'on peut espérer qu'ils seraient un peu plus compétitifs? Ils sont en milieu fin de cycle aussi. Là. Fait que c'est de l'expérience. On va voir comment c'est. Ça va être intéressant. Ils commencent contre McGill. Fait que ça va être le premier barème. Est-ce qu'ils se battent pour le haut du classement ou ils vont se battre pour le bas du classement après ce match-là? Puis match 2 contre Sherbrooke. Fait que là, c'est la rivalité naturelle. Là, exactement. Ils s'affrontent 2 fois. C'est le 2e match qui va être la Coupe du Maire, le retour de la Coupe du Maire à Sherbrooke. Donc, dès la semaine 2, on devrait avoir une idée claire de où Bishop peut aspirer dans le classement du RSEQ. Ça nous amène à Sherbrooke. Donc, ça avait été difficile l'année passée pour le Vert et Or. Pas de grand départ, là, je regarde rapidement.
Fife, qui est leur corps arrière, qui est de retour. Qui a fait Il devrait être le QB1. Ils ont il a fait le camp alterné d'entraînement des Alouettes comme Ouais, c'est QB ça. Là, il est canadien sur un invité. hype. Fait que d'après moi, c'est lui qui va avoir le lead là-dessus. Mais tu sais, ils ont alterné toutes les 2 dernières années. Il faut qu'ils prennent une décision Il et se qu'ils cherche, stick with c'est it. effrayant. Là. Ouais, qu'ils stick with it. César a fini comme un porteur de ballon, donc ça va être dans les mains de Martel Joseph. Ça S'il n'y a a pas de toujours départ été surprise, là, parce que Sherbrooke, il faut le dire, là, eux, c'est un des alignements que d'une saison à l'autre, il y a le plus de roulement de personnel. Oui, puis c'est dur la profondeur, puis les lignes, c'est difficile. Puis la stabilité à Sherbrooke, c'est très difficile dans les dernières années, ce qui explique un peu les résultats aussi. Là. Ouais. Mais, OK. on va voir. Ça, la saison nous le dira. Là, puis on ne s'attend pas à des miracles. Mais on commence la saison contre eux chez eux. Exact. Donc, on va voir éminemment s'ils sont capables de produire ou pas rapidement offensivement. N'empêche qu'aller sur leur gazon naturel, ça reste tout le temps un défi. Oui, on va juste espérer que personne ne se blesse à ce match-là. C'est tout. Hey, je suis en train de fouiller sur le line-up. Tu disais qu'au cas où personne n'avait publié le line-up. McGill vient de publier le sien, puis mon mot dessus. OK. Mais ils ne viennent pas de le publier. Il est publié depuis une semaine. C'est les 2 line-up que je t'ai dit qui est dessus. Mais tu sais, on a des joueurs aussi. Tu sais, je veux dire que jusqu'à la dernière minute. Mais là, c'est le 26-27. Là. Oui, je le sais. Mon line-up est fait depuis une semaine. Ils l'ont sorti dans les carabins. Bon, mais. S'ils ont mis mon c'est mot, pas encore réglé. Il n'était pas blessé. C'est pas pour ça qu'ils ne l'ont pas habillé, Sandy. D'accord. Donc, vous avez à l'écran, on s'en va en Ontario, donc vous avez le résultat de l'année dernière en Ontario. Les éliminatoires qu'ils nous avaient fournis, quand même, pas mal de surprises, avec Queens qui avait gagné le Yates Cup, mais Guelph qui s'était rendu en finale de coupe malgré une saison de 3 et 5. Mais qui, si ma mémoire est bonne, ils avaient une défensive de feu, eux autres, qui avaient réussi à les amener jusque-là. Donc, il y a beaucoup de blessés en l'attaque qui a fait que leur saison a un peu chaviré. Là. Laurier, ça va être de voir. Là. Je crois qu'eux, ils étaient pas mal en fin de cycle. Est-ce qu'ils vont réussir à garder le rythme en leur QB a transféré NCAA. Ils n'ont pas vraiment réussi à le remplacer parce que c'est arrivé tard dans le recrutement. Savoir à quel point ils vont être capables de rouler leur attaque. Leur plus gros départ, eux, c'est leur coach qui est transféré à Western. Là. Il y a ça aussi. Non, ils se sont fait dépouiller, Laurier. Là, c'est pas agréable. Je m'attends à ce que Laurier fasse les séries, mais je ne m'attends pas à ce qu'il soit. Fait qu'on pourrait s'attendre à une fight, peut-être Western Queens cette année pour le top. Même Western, je ne suis pas convaincu. Non, mais ça reste Western quand même. Là. Ouais, mais. Un mauvais Western, ça reste un problème pour tout le monde. Oui, mais tu sais, je veux dire, là, leur QB, ça va être Rancourt, qui était surtout un porteur de. Oui, leur QB1, c'est Rancourt. Ben oui. Ben non. Oui. C'est sûr qu'ils ont quelqu'un d'autre. Non, c'est Rancourt, le QB1. Bon, ben, ça ne sera pas Western. QB1, ça va être. Leur attaque va être principalement par le sol avec Dolby qui risque d'être. Ça a toujours été les poneys courts. Oui, mais ça risque d'être encore plus par le sol avec Rancourt qui est capable de courir. On me dit qu'il s'est beaucoup amélioré sur les passes, donc on verra. Pour moi, ça des lois aussi. Kingston, Queens de Kingston, peut-être à surveiller pour la pôle. Puis Guelph devrait s'améliorer. Là, je ne peux pas croire qu'ils vont prendre un autre 3-5. Guelph, pour moi, c'est comme McGill. Ils ont une très bonne équipe, une très bonne attaque. Défensivement, il faut qu'ils stop up. Ça fait 3 ans que j'ai le même discours que j'ai pour McGill que j'ai pour Guelph. Sur papier, ils ont des très bonnes équipes, mais ils finissent par choquer des matchs qui ne sont pas supposés perdre. Moi, je mets mon 2 sur le sel de Windsor et sur Waterloo. Simple de même. Waterloo, t'as bas, le 2-6. Tu penses qu'ils vont virer ça en 6-2? Complètement. Okay. Puis ça va que la prochaine équipe de Thunder Bay, qui vont être les Bombers de Thunder Bay, vont arriver dans ça. OK, prochaine conférence. Canada West.
Donc, l'année dernière, vous le savez, pour ceux qui suivent les Carabins, on a croisé les Huskies de la Saskatchewan, qui eux aussi étaient pas mal à maturité. Ils ont battu en finale Mais qui l'autre sont équipe de encore les Saskatchewan. favoris cette année, surtout avec le retour en santé de leur QB1, Amon Rood, qu'on n'a pas vu à la Vanier puisqu'ils combattaient un cancer. Il est en grande forme. Ils ont eu plusieurs départs clés, mais c'est une équipe qui est bien gérée, qui a du roulement, mais qui réussit tout le temps à remplacer Next Man Up. Je m'attends qu'ils soient encore dans les combattants de cette section-là. Ouais. Calgary, revient-tu dans les playoffs cette année? Ils ont eu beaucoup de départs. Je ne le sais pas. C'est la question que beaucoup de gens se posent. C'est dur. Ils ont mangé le pain noir longtemps, Calgary. C'est depuis 2021 qu'ils n'ont pas fait les séries. Ils ont beaucoup de jeunesse. Est-ce qu'ils vont être capables de gérer cette émotion-là en match puis de transposer ça en victoire? Ça va être à voir. Alberta qui va essayer de décoller des bas-fonds avec un transfert NCAA. Christian Veilleux. L'ancien de Penn State. Il a fait 3-4 universités dans les dernières années. J'ai hâte de voir parce que là. Il part de loin, là. Il part de loin. Il y a quand même un pas pire groupe de receveurs, même avant l'arrivée de QB, même avant l'arrivée de Veilleux. Je suis pas convaincu qu'il... 180 points pour 238 comptes l'année passée. Moi, je mets mon 2 sur Veilleux, moi. Ouais, ça va. Ils vont donner la chance à Veilleux, c'est pas mal sûr, mais je veux dire, ça fait quand même 4 ans qu'ils jouent le système américain. Switcher au système canadien, c'est juste une demi-saison de pratique. On va voir. Ils ont un bon porteur de ballon. Défensivement, ça va. Je m'attends pas à ce qu'ils fassent les séries. Non, c'est ça. S'ils en gagnent 2, ça va être bon. Là. Calgary pourrait faire les séries au détriment de Manitoba. Manitoba qui est un peu dans un renouveau. Ils ont plusieurs joueurs clés qui sont partis. Tachinski comme QB qui est parti entre autres. Ils perdent leurs 2 meilleurs running backs si ma mémoire est bonne, plus un receveur. Donc, à voir. Fait que Calgary pourrait réussir à se faufiler peut-être grâce à ça. Je m'attends de monter de UBC avec leur QB Vito. Et en même temps, transition l'année dernière, je m'attends à plus de victoires. En même temps, à l'Ouest, il se passe tout le temps un peu n'importe quoi. Oui, c'est pour ça que oui. tu dis, tu rentres un carrière comme Veilleux dans l'équation où tout Ça est peut un changer. peu égal. Puis là, tu as cet athlète-là. Fait que là, lui, il peut peut-être flipper 2-3 matchs. Puis là, mais défensivement, Alberta a quand même des problématiques. Non, je suis d'accord avec toi. Tu finis pas dans la cave quand ça va bien. Là. Oui, non, je veux dire, s'il y avait une défensive, mettons, de milieu de peloton, t'amènes un QB1, ça peut... Mais c'est pas le cas. Ils vont réduire l'écart dans leur différentiel. De l'avoir, si leurs unités spéciales peuvent causer, changer le chiffre de bord, on verra. Regina, je m'attends à ce qu'il y ait une moins bonne saison. Et eux autres, ils étaient en fin de cycle. Mais toujours une équipe qui devrait faire les séries, selon moi. Mais l'Ouest, c'est la division que d'une semaine à l'autre, une équipe peut battre l'autre. Donc, c'est piqué au bon moment. Puis, et finalement, on va aller voir l'Atlantique qui, là, maintenant, tombe à 5 équipes. À 4. 4 équipes, excuse-moi. Mais oui, il était à 5 avec Bishops. Donc, on les enlève du tableau. Fait qu'ils retournent à un format de l'équipe 2 affronte la deuxième position affronte la troisième position en demi. Puis la première passe en finale directement. On pense pas que quelqu'un peut toucher à St. Mary's pour le moment. Là. Non, surtout que Malcolm Bossy, qui était le porteur de ballon numéro 1 de Saint-FX, a transféré à St. Mary's. Donc, si St. Mary's finit pas 8-0, il y a un problème. Ils load up. Regarde, ils ont tout. Et eux autres, ils veulent essayer de percer en demi-finale canadienne. Ils sont supposés runner la ligue, puis ils veulent passer à la demi-finale canadienne. Exact.
Exact. Puis Ça va être ça à surveiller. Mount Allison, je pense, a 62 nouveaux joueurs dans leur, Ouais, Mount Allison, depuis dans la leur courte alignement. période là, où ils ont été Ouais. champions de conférence, puis mais après ça, ça a repris son poids. Ouais, C'est ça Mount Allison, là. devrait être Acadia en 3 puis Saint-FX Ils en ont 2. eu une Golden Generation. Puis là, Mais c'est on passé ce temps-là. s'attardera pas plus qu'à ça, sauf que ça fait qu'ils ont un line-up que certaines équipes s'affrontent 3 fois dans la saison, puis Mhm. même 4 fois avant les séries éliminatoires, parce que là, ils s'affrontent en pré-saison aussi. Ça fait qu'ils vont Ouais. peut-être s'affronter 5 fois avec les playoffs. Ils vont se C'est connaître. juste ridicule. Mais c'est ce que c'est. OK, Ouais. donc les matchs de la semaine, il y a vraiment que l'Ontario qui débute. Ah non, Ouais. il y en a en Atlantique aussi. C'est de la pré-saison. C'est de la pré-saison. Ceux que j'ai mis en noir, c'est de la pré-saison. Fait qu'il OK. il y a un match, il reste un ou deux matchs dans l'Ouest en pré-saison à Ouais. jouer. Là, on est mercredi, puis il y en a peut-être déjà un qui a été joué. Là. Mais qu'importe, là, dans le fond, l'idée, Ouais. c'est de dire l'Ontario commence cette semaine, ils ont un nombre Ouais. impair d'équipes, donc il y a toujours un bail, et ils ont une ronde de plus d'éliminatoires. Donc, ça donne toujours un horaire un peu Ouais. particulier dans l'OUA à cause de ça. Donc, ils Plus commencent un petit peu Western plus a tôt. une semaine de plus pour se préparer parce qu'il commence en bail. Exact. Pour moi, le match de la semaine, ou ce qui risque d'être le plus intéressant pour voir le calibre et où se situent les équipes, ça va être Guelph-Laurier. Guelph-Laurier, oui. Pour ce qu'on a Est-ce que mentionné tout à Guelph peut l'heure, aller là. chercher une victoire à Laurier? Est-ce que Laurier est suffisamment fort et prêt à rouler son offensive Mais semaine c'est ça. 1? Mais on ne s'attend pas à ce que Laurier soit capable de finir premier encore. Ce serait étonnant. Non, mais est-ce que Guelph est prêt à prendre le next step puis à créer à lancer un message dès la semaine 1 puis à aller chercher une victoire à l'étranger en voyageant? Ça serait tout un statement. Puis si vous voulez un sure shot, là, Queens à Toronto, là, ça c'est pas mal. Ça c'est pas match mal. du dimanche soir. Ça va être aussi facile à obtenir. Je vous incite à aller voir du collégial en fin de semaine. Ça commence au Québec, là, les 3... Donc, allez voir du collégial si vous voulez voir du football. Si vous ne voulez pas vous déplacer, ben connectez-vous sur la belle plateforme du RSEQ. Tous les matchs sont web diffusés pour le collégial, les 3 niveaux. Profitez-en. Hein? Mais on ne touche pas à l'universitaire. Qu'est-ce qu'on attend pour faire ça pour l'universitaire? Et posez la question à 2 semaines du début de la saison, on ne sait même pas qui va web diffuser ces matchs. Sur le site web du RSEQ, ils disent que les 3 équipes anglo vont web diffuser. Mais est-ce que ça va être réellement le cas? Parce que c'était le cas là aussi Concordia l'année passée, puis ils ont juste web diffusé le dernier match de la saison. Est-ce que Bishop, ça va être payant ou ça va être gratuit? Aucune idée. Le package de McGill n'est pas encore à vendre. Il y a un match à domicile de McGill qui est à TVA Sport. Est-ce que ça va changer le package? On verra. Est-ce qu'il y a des équipes du RSEQ du côté francophone qui vont décider de web diffuser quand même? Parce que là, il y a certaines équipes que c'est... Oui, mais on est en 2026. Non, je le sais, Tam, mais c'est parce que là, tu pêches dans le désert. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont signé un contrat Ils ont signé un contrat avec TVA Sport, puis tant qu'ils vont essayer... Tant qu'ils vont être... Mais dans la nouvelle bouture, il me semble qu'il ne l'a pas, ça. En tout cas... Faites des streams illégaux, en arrière, secrets, je m'en fous. C'est bien écrit dans le nouveau contrat avec le RSEQ et TVA qu'ils ont l'exclusivité sur les streams de... Mais ce que je trouve bête, c'est que TVA... Mais là, tu as 50% des hosties de matchs qui ne sont pas web diffusés. Là. Je peux écouter toute la petite saison de toutes les autres conférences. Ça me coûte plus cher. Écoutez la moitié des matchs du Québec. Oui, les autres conférences. Il y en a qui sont à la TV, des petites TV locales. L'Ouest, la moitié de leurs matchs sont à la TV, puis les matchs qui sont à TV, ils sont sur leur plateforme aussi payante. Qui crée une plateforme payante. Tu sais, TVA, tu peux même pas écouter en différé, là. On paye un prix de Mongol pour des heures de reprise de Mongol à 3 h du matin pour écouter la game quand on est au stade. Là, on a déjà vu mieux. Je veux dire, ça me coûte plus cher suivre la moitié des matchs du Québec que de suivre les 3 autres conférences combinées, là. Il y a un problème. Donc, ça nous amène à notre segment final. Donc là, on avait décidé de faire un petit jeu pour conclure l'émission.
de faire notre classement projeté, pas nécessairement le nombre de victoires et défaites, juste classer nos 6 équipes du Québec, position 1 à 6 pour la prochaine saison. Bon, je pense qu'on peut facilement s'entendre sur 1 et 2. Là. On ne se cassera pas trop à tête avec ça. Moi, je vais y aller. Vas-y. Montréal, Laval, McGill. OK. J'aurais bien on va s'entendre ces 3 premiers. Les 3 premiers, on est bien correct. aimé mettre le contraire, là, mais je ne serais pas assez sûr. Peut-être qu'ils peuvent en voler une, McGill. Peut-être. Là, pas assez pour passer en avant. Et non. Puis là, tu as le problème de ce que tu as dit, Tam, avec les calendriers. Concordia ne réussira pas à gagner une game. Parce que là, Concordia va avoir beaucoup de difficultés parce qu'il va en perdre 4 automatiquement contre les autres. Oui. Mais si c'est Valentine, ça pourrait être drôle. Moi, je pense que BU va finir 4e, Concordia va finir dernier et Sherbrooke 5e. OK. Moi, je vais mettre Sherbrooke en 4. Concordia en 5 puis BU en 6. Parce que je ne crois pas qu'ils vont se Moi, je pense que le hangover de revenir de l'Atlantique va faire très mal. Ben, moi, mon souhait, là, j'irai avec François parce que BU a un alignement vétéran. S'ils ne sont pas capables de finir 4e avec un calendrier avantageux, le retour au RSEQ va être pénible et long pour les années à venir. C'est ce à quoi je m'attends. C'est exactement fait que mon souhait de pérennité est que Bishop au moins bataille avec Sherbrooke pour le 4e rang. Moi, je pense que Concordia sont quand même encore assez solides pour se tenir dans toutes les games. Ils ont toujours réussi à aller gratter une coupe de victoire. Mais Sherbrooke sont durs à suivre. Mais si McGill pogne son step, comme il est supposé de prendre son step, ils n'échapperont pas 2 matchs contre Concordia. En principe. C'est parce que ça sous-entend. Ça fait que c'est les matchs entre Sherbrooke et Concordia qui vont faire la différence. Sherbrooke, Concordia et Bishops qui vont faire la différence. Mais c'est ça, c'est que je ne suis pas capable de m'imaginer. Concordia va finir en bas, là, mais j'ai de la misère à imaginer qu'ils vont perdre contre Bishops quand même. C'est ça mon tiebreaker. Moi, je pense qu'ils vont splitter le. Ils vont splitter à patente. Ouais. Ben, écoute, ça va se décider à une victoire de différence. Sherbrooke, Bishop va probablement splitter le. Il y a une game qui va tout changer, cette séquence-là, puis il va peut-être avoir un tiebreaker là-dedans. Là. Mais tout ça est relatif aux blessures aussi. Mais Concordia, pour moi, part déjà avec 2 strikes à cause du calendrier et de la blessure à Ouimet. Étant donné que vous êtes 2, le meilleur. Notre position organisationnelle sera donc votre proposition de classement. Mais, je m'inscris en faux. Et mon vœu pieux. Mais ça pourrait être l'inverse. Mais je m'inscris en faux. Mais l'avenir nous le dira, c'est un peu ça le jeu. Hein? Absolument. Ouais. Bon, donc, voilà, c'est ça pour cette semaine. C'était notre preview de saison. On va revenir la semaine prochaine pour parler plus spécifiquement de l'ouverture de saison des Carabins puis du premier match contre le Vert et Or à Sherbrooke. Entre-temps, encouragez nos commanditaires SPG, la solution pour les associations, la brasserie Sleeman Clear 2.0. On est en début de saison, c'est le temps de vous joindre aux Montagnards. Inscription à 20$ cette année. Vous avez des rabais sur notre marchandise. Vous avez accès à nos équipements, les consommations sur le tailgate. Donc, venez nous voir pour jaser, ça va nous faire plaisir et inscrivez-vous à nos différents médias sociaux pour suivre toutes nos publications, que ce soit les podcasts, les entrevues, tout ce qu'on fait au cours de l'année, nos activités, nos produits dérivés. Et ça va nous faire plaisir de vous voir si vous venez nous jaser au tailgate. Merci d'avoir été là tout le monde et à la prochaine.